Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ça va? Bah écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci à Ariel, IRP, toute l'équipe, les organisateurs. Donc je vais me présenter et vous expliquer comment on va organiser cette présentation. Donc je m'appelle Magali Taillet, je travaille dans une biotech qui s'appelle GenSight Biologics. Et on développe un traitement optogénétique dans la rétinite pigmentaire. On a eu une très belle introduction par Isabelle Odo qui a introduit l'optogénétique comme thérapie innovante. Donc c'est vraiment très très bien. Et puis pas mal déjà d'informations qui vont m'aider à vous expliquer en fait à quel type d'avancée de la rétinite pigmentaire s'adresse le traitement optogénétique, parce que c'est important. Alors, pourquoi j'ai un truc qui est bizarre, là? Ça commence. Parce qu'il faut que je sorte de ça. Attends. Voilà, c'est bon. Voilà, alors on va essayer d'organiser cette présentation en deux parties. Moi, en fait, je représente le laboratoire. Je m'occupe de superviser le développement clinique et en particulier l'étude clinique optogénétique dont on va parler. Mais il y a toute une partie vraiment pratique et qui concerne évidemment les personnes qui participent aux essais cliniques et tout le travail qui est fait par les centres et par StreetLab, l'Institut de la Vision, puisqu'on travaille avec StreetLab beaucoup, et le centre investigateur d'Isabelle Odo et d'Élise Boulanger en France, pour faire cet essai clinique qui s'appelle l'essai clinique Pionnier. Donc vous allez voir ma partie qui va être plus de vous dire où on en est, quels sont les premiers résultats, et puis une partie qui va être plus pratico-pratique, si je puis dire, qui va être présentée par Chloé Pajot, qui travaille à StreetLab et qui voit quotidiennement des personnes qui participent à l'essai clinique Pionnier et qui ont une rétinite pigmentaire. Et elle va vous parler un peu de ce qu'elle fait et de la rééducation qui est nécessaire pour bénéficier du traitement optogénétique. Alors, chez GenSight, on a deux développements. Un qui est plus avancé, dont on ne va pas parler aujourd'hui. C'est un traitement, on fait de la thérapie génique, c'est un traitement de thérapie génique vraiment ciblé sur une pathologie et une mutation. Et un programme très important pour nous est le traitement optogénétique adressé aux patients avec une rétinite pigmentaire. La grande, on va dire, le grand avantage de ce type de traitement, c'est que c'est un traitement qui est indépendant de la mutation causale. Comme le disait Isabelle Meunier, c'est agnostique. Ça veut dire qu'en pratique, quelle que soit la mutation, vous pouvez être traité, mais attention, c'est un traitement qui va s'adresser à un stade avancé de la rétinite pigmentaire quand il n'y a plus de photorécepteurs. On va venir vers ça parce que c'est extrêmement important. Donc c'est un traitement qui est effectivement innovant, qui va combiner une thérapie génique et des lunettes qui stimulent en fait la rétine avec une certaine longueur d'onde. C'est une lumière orangée. Et je vais essayer de vous expliquer au mieux la technologie. Alors, ce qui se passe, et pourquoi c'est important de comprendre que ce traitement s'adresse donc à vraiment une partie de la population avec une rétinite pigmentaire. C'est un stade avancé, donc ça représente globalement 15% des rétinites pigmentaires, et c'est surtout indépendant de la mutation. Donc, quelle que soit la mutation, c'est un traitement qui potentiellement peut marcher. Alors, comment ça marche ?
si on revient en fait à comment fonctionne la vision, quand vous avez des photorécepteurs, vous avez l'information visuelle qui arrive, qui est captée par les photorécepteurs, et ensuite vous avez tout un process, on va dire, de digestion et de transformation de l'information via toutes les couches de la rétine. Ensuite, ça arrive à la partie superficielle, qui sont les cellules ganglionnaires rétiniennes. Ça passe par les nerfs optiques, l'information est transmise au cerveau, c'est analysé et ça donne la vision. Donc c'est un processus qui est quand même relativement complexe. Dans le traitement optogénétique, le principe c'est quoi? C'est de s'adresser à des personnes qui n'ont plus de photorécepteurs. Donc les photorécepteurs, vous ne pouvez plus les corriger, vous ne pouvez plus les réparer, puisqu'en fait ils ont été détruits par la maladie. Et l'idée, c'est d'utiliser des cellules de la rétine, qui ne sont pas les photorécepteurs, mais qui vont agir comme les photorécepteurs. Mais ces cellules ne sont pas programmées pour être des photorécepteurs, c'est les cellules ganglionnaires, et il faut les aider, les programmer, pour qu'elles puissent, on va dire, imiter ou agir comme des photorécepteurs. Donc le principe, c'est de coupler une thérapie génique et des lunettes de stimulation. La thérapie génique, c'est une thérapie qui va coder pour une protéine photosensible qui s'appelle Crypson R, peu importe le nom. Mais cette thérapie génique, elle est injectée en intravitréen. Elle va aller au niveau des cellules ganglionnaires rétiniennes. Dans les cellules ganglionnaires rétiniennes va s'exprimer la protéine photosensible Crypson R. Mais ça ne suffit pas. Parce que les cellules ganglionnaires, avec la production de cette protéine, ne peuvent pas être stimulées avec la lumière ambiante. Cette protéine va être stimulée avec une lumière orangée spécifique, avec une certaine longueur d'onde. C'est pour ça que la thérapie génique ne peut marcher que si la personne porte ses lunettes avec cette stimulation lumineuse. Et ce que font en plus les lunettes, et ça c'est important, c'est des lunettes qui ont un algorithme qui vont permettre de modifier, de digérer l'information visuelle. C'est-à-dire que le process que vous aviez dans la vision, où ça passait des photorécepteurs, l'information visuelle était digérée, transformée par les cellules rétiniennes, par toutes les couches des cellules rétiniennes. Cette transformation visuelle est faite par les lunettes. Donc les lunettes ont deux fonctions, à la fois cette digestion de l'information visuelle qui sera plus facile à intégrer par les cellules ganglionnaires rétiniennes, et également la stimulation lumineuse de la protéine photosensible avec cette lumière orangée. Donc ça paraît très complexe, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un essai clinique qui est en cours, on a maintenant beaucoup de recul, on a un certain nombre de patients qui ont été inclus dans cette étude et qui ont bénéficié de cette thérapie optogénétique, et on va venir un petit peu sur les résultats. Juste rapidement, les lunettes sont assez sophistiquées dans le sens où, en plus de cette digestion de l'information visuelle, elles ont deux modes. Donc en fait, elles ont un mode qui est plus quand la personne est chez elle, veut essayer de localiser des objets, de voir un peu son environnement et la personne n'est pas mobile. Elle va être par exemple dans sa cuisine, elle va essayer de chercher quelque chose dans sa cuisine. Là, on est sur un mode contour. Et la vision que peuvent donner ces lunettes, c'est vraiment le contour des choses. Je vais vous donner un exemple pratique. Il y a un patient qui était donc dans l'étude, maintenant qui a fini l'étude, et qui nous a dit, moi, chez moi, quand j'utilise les lunettes et votre thérapie, en fait, maintenant, j'arrive à voir la limite comment on appelle ça, de la table de cuisson. Avant, je ne la voyais pas. Et avec les lunettes, j'arrive à le voir. Et ça m'aide beaucoup pour me repérer dans ma cuisine. Il y a une autre personne qui nous avait dit, dehors, j'ai essayé. Et ce que j'arrive à voir maintenant, c'est le contour des zébras
sur les passages piétons que je ne voyais pas avant. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que ça, c'est un mode contour. Quand la personne vraiment ne bouge pas, veut repérer certaines choses. Donc elle va voir le contour de la fenêtre, mais pas ce qu'il y a dans la fenêtre, ou le contour d'une chaise, mais pas ce qu'il y a dans la chaise. Et puis il y a le mode événement. C'est quand, c'est quand la personne bouge, se déplace. Et là, c'est plus pour essayer de capter les obstacles qui peuvent passer devant la personne. Donc ce sont des lunettes qui sont très sophistiquées, qui sont développées au fur et à mesure du développement clinique de la thérapie optogénétique. Alors je vais vous parler rapidement des résultats parce que je veux que Chloé ait un peu de temps pour vous expliquer ce qu'elle fait. Donc l'étude pionnière, c'est la première étude du développement de la thérapie optogénétique. C'est la première étude chez l'homme. C'est ce qu'on appelle une étude de phase 1-2. Et c'est une étude dont l'objectif principal, c'est de regarder la tolérance du produit. Mais quand on est en phase 1-2, on veut voir si le produit est bien toléré, bien sûr. C'est important pour la sécurité des personnes qui participent à l'essai. Mais on veut voir des signes d'efficacité. Pourquoi on veut voir des signes d'efficacité? Parce qu'on veut passer à la phase d'après, qui est la phase 3, la phase plus tardive du développement, pour pouvoir continuer le développement et aller jusqu'à la commercialisation du produit. Donc on regarde en priorité la tolérance, mais on veut voir des signes d'efficacité également pour pouvoir continuer le développement. On a aujourd'hui 10 patients qui ont été inclus dans l'étude. On n'a pas planifié d'en inclure d'autres aujourd'hui. Et vous avez, donc c'est une phase 1-2, vous avez plusieurs doses. Là, on a 3 doses, 3 patients à la dose faible, 3 patients à la dose intermédiaire, 4 patients à la dose forte. En fait, la dose forte est très bien tolérée et ça sera vraisemblablement la dose qu'on utilisera dans la prochaine étude clinique. Ça a été validé par un comité indépendant qui nous a dit la dose forte, très bien tolérée, vous devriez continuer avec cette dose. Donc les patients sont injectés dans l'œil avec la vision la plus faible. En termes d'acuité visuelle, ce sont des personnes qui ont soit pas de perception lumineuse, une perception lumineuse, ou bien comptent les doigts ou bougent la main. Donc la vision est centrale et relativement limitée. On a 3 centres qui participent. Donc évidemment le centre des 15-20 avec Isabelle Odo. On a aussi un centre aux États-Unis, à Pittsburgh, et un centre en Angleterre. Donc je vous le disais, la tolérance, elle est très bonne. Ce qui est très avantageux dans le développement dans l'œil, c'est qu'en fait, donc, le produit il est injecté en intravitréen. Quand vous injectez le produit, comme l'œil est un organe relativement clos, vous n'avez pas de diffusion de la thérapie génique dans la circulation systémique. Ce qui fait que sur ces thérapies, en général, il n'y a pas d'effet secondaire systémique, ce qui est le cas avec notre développement. Et le principal effet secondaire de la thérapie génique, ce qui est assez classique, c'est une inflammation intraoculaire. Donc vous avez une inflammation, l'œil un peu rouge. Ce qui est bien avec cette thérapie génique, c'est qu'elle est bien tolérée. Cette inflammation passe avec des gouttes de corticoïdes. Et pour prévenir l'inflammation intraoculaire, on donne des corticoïdes oraux avant l'injection et un peu après l'injection. Donc ça limite cette inflammation. Alors on a partagé, ça fait maintenant 1 an, les résultats à 1 an des patients. Et on a des résultats encourageants. Alors ça ne marche pas chez tous les patients, hein. Ça je veux vraiment le préciser parce que c'est vraiment important. Ça marche, on va dire, aujourd'hui on a un peu des résultats globaux, ça marche environ chez 50% des patients. Pourquoi ça marche chez 50% des patients? C'est quelque chose qu'on doit vraiment analyser de façon plus importante, mais on a déjà quelques idées pourquoi. Mais en tout cas, on a des résultats encourageants parce que chez ces patients où ça marche, des patients qui sont passés du niveau de perception lumineuse
et qui sont maintenant capables, dans leur vie quotidienne, de voir certains objets, de les localiser. Grâce à ce mode contour, ils voient en fait les limites des objets. Et ça, c'est une avancée énorme, en tout cas c'est leur témoignage, pour ces patients qui passent de perception lumineuse à cette localisation d'objets qui leur permet vraiment d'avoir une amélioration de leur qualité de vie et de leur autonomie, en particulier chez eux. Après, on veut aussi développer les lunettes à l'extérieur, etc. Mais bon, ça sera dans un deuxième temps et dans la phase 3 plus avancée. Alors aujourd'hui, c'est quoi un peu le bilan? Une tolérance qui est très bonne, des signes d'efficacité encourageants, et une chose importante, et ça c'est Chloé qui va vous en parler, il y a vraiment besoin d'un entraînement pour utiliser les lunettes. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut fixer dans la lumière, il faut s'entraîner. Et on pense vraiment que le biais qu'on a, entre guillemets, pourquoi on a un certain nombre de patients qui ne répondent pas, c'est vraisemblablement lié à l'entraînement. C'est des patients qui ont été moins entraînés. Parfois, et c'est tout à fait, ça peut tout à fait se comprendre, comme l'effet de la thérapie génique n'est pas immédiat, on commence à mettre les lunettes 3 mois après l'injection de thérapie génique. Il y a des patients qui se lassent, qui ont envie de voir des résultats tout de suite. Venir aux séances d'entraînement, c'est contraignant aussi. Donc il y a cet aspect-là qui fait qu'on a de grosses différences, en particulier avec le centre français, avec Chloé et Isabelle Odo en termes de séances d'entraînement, et d'autres centres où il y a eu moins de séances d'entraînement et c'était plus compliqué. Donc en résumé, cette thérapie optogénétique s'adresse environ à 15% des rétinites pigmentaires. Ce sont des personnes à un stade avancé de la maladie avec une acuité visuelle limitée. C'est indépendant de la mutation. Et aujourd'hui, on veut vraiment avancer à la prochaine phase d'étude qui sera la phase 3 parce qu'on a des résultats vraiment encourageants en termes de récupération visuelle. Et là, on est en train d'écrire le manuscrit, la publication sur les résultats de tous ces patients. Et j'espère que cette publication, on pourra peut-être en parler l'année prochaine. Elle devrait être publiée en fin d'année. Alors maintenant, je vais passer la parole à Chloé, qui a une expérience extraordinaire dans cette étude. StreetLab fait un travail incroyable, les 15-20, Isabelle Odo également, Élise Boulanger. Donc voilà, à toi Chloé. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour Magali, merci pour cette introduction et bonjour à tous. Surtout merci de m'avoir invité à présenter avec Magali et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Je vais peut-être partager déjà mon support. Est-ce que vous voyez mon écran ? Alors attendez, je vais mettre en plein écran, surtout diaporama. Ici, non, c'est pas ça. Non, là. Attendez, je n'arrive pas à voir avec. Voilà, là. Voilà, je suis en plein écran là, c'est bon ? Parfait, super. Alors, donc moi, je me présente, je suis Chloé Pagot, chef de projet de recherche chez StreetLab. Donc, StreetLab, c'est une filiale de l'Institut de la Vision qui a été créée par le professeur Sahel et qui a pour mission principale de développer des tests objectifs basés sur des tâches de vie quotidienne pour évaluer les nouveaux traitements ou l'évolution d'une maladie visuelle. Donc, je travaille sur le projet Pionnier depuis ses débuts, et même avant ses débuts, puisqu'au moment où Serge Picot et ses équipes testaient le traitement sur le modèle animal, j'ai commencé en fait à mettre en place les programmes d'évaluation et de rééducation qu'on utilise actuellement justement avec les patients. Donc, il faut savoir que moi, je ne suis pas toute seule côté StreetLab. Je suis accompagnée de mes collègues qui sont Caroline Demolo et Cécilia Cohen, qui sont toutes les deux orthoptistes. Et au début du projet, on avait également des instructeurs en locomotion.
Voilà, donc je vais vous présenter un peu plus ce qu'on fait actuellement avec les patients. Si ça marche, est-ce que j'arrive à passer à la suite? Non. Voilà, c'est bon, ça a changé. Voilà. Donc, par rapport au parcours des patients, donc il faut savoir que lorsqu'ils s'engagent sur cette étude, donc qu'ils soient donc à Paris, aux États-Unis ou en Angleterre, ils s'engagent sur une étude qui dure 5 ans, donc c'est quand même assez conséquent. Elle est organisée en plusieurs visites. Une visite est organisée de plusieurs examens, différents examens qui peuvent avoir lieu sur plusieurs jours, hein. On ne fait pas exactement la même chose à chaque visite, mais bon, c'est tout à fait cadré. Donc, on a 4 premières visites avant l'injection où, en fait, notamment le service d'Isabelle Odo va vérifier si les critères d'inclusion et de non-inclusion sont respectés et surtout si le patient est conscient dans quoi il va s'engager, hein, c'est très important. Ensuite, la visite 5 correspond à l'injection et après, il y a 17 visites où on va faire plusieurs examens visuels notamment et de suivi et surtout, on va démarrer la rééducation. Donc, en France, actuellement, nous avons 4 patients. On a 2 patients qui sont sortis d'études, une patiente qui est encore en cours et qui sort d'études l'année prochaine, et on a eu un abandon. Voilà, et on a eu la chance de suivre en fait des patients qui ont eu les 3 doses. Magali vous expliquait qu'il y avait 3 doses. Donc, on a eu la chance de pouvoir suivre ces différentes doses. Donc, les patients, quand ils viennent dans le cadre de cette étude, ils sont suivis, donc, comme vous le disiez Magali, dans 2 centres, au 15-20, où il va y avoir des séries de consultations ophtalmologiques et des tests visuels avec et sans lunettes. Et chez StreetLab, on va s'occuper plutôt de la partie vraiment fonctionnelle, où on va réaliser donc des évaluations basées sur des tests de vie quotidienne avec et sans lunettes. Donc ça, on fait bien avant et après injection pour évaluer l'évolution du traitement. Et on va commencer la rééducation à 3 mois après l'injection pour être sûr que le traitement commence à faire effet. Et lorsque le patient est suffisamment autonome et a compris comment fonctionnaient les lunettes et comment orienter son regard, etc., on va les certifier et ils vont pouvoir partir à domicile avec les lunettes. Donc, bien évidemment, quand ils partent à domicile, on ne les lâche pas dans la nature, hein, ils reviennent régulièrement. Au début du parcours à domicile, on fait régulièrement des entretiens téléphoniques, des questionnaires pour savoir si tout se passe bien. Mais bien évidemment, ils reviennent régulièrement chez StreetLab pour des séances de rééducation. Voilà, alors justement pour la rééducation, les objectifs vont vraiment être de travailler les stratégies de tête et des yeux vraiment nécessaires à l'utilisation optimale des lunettes. Donc là il y a une photo du dispositif en haut à droite, mais alors pour vous décrire ce que c'est que ce que sont ces lunettes. Donc, en fait, au niveau de l'œil injecté, il va y avoir un faisceau lumineux et il va y avoir une caméra au milieu des lunettes. Donc, il va falloir composer entre l'alignement de l'œil avec le faisceau lumineux et cette caméra au centre pour pouvoir percevoir des cibles. Donc, c'est quand même toute une réadaptation. Il va falloir réapprendre à contrôler le regard pour vraiment aligner l'œil injecté avec le faisceau lumineux. Et il ne faut pas oublier que ces patients, ça fait très longtemps en fait qu'ils ont perdu la vue. Dans notre cas, au mieux, en fait, ils avaient une perception lumineuse. Donc, ils n'ont plus l'habitude de mobiliser leurs yeux. Donc, il y a vraiment tout ce travail de fixation, d'alignement qui peut être long à mettre en place et qui est vraiment nécessaire pour l'utilisation optimale du traitement. Ensuite, il va falloir vraiment comprendre et interpréter les perceptions visuelles générées par le dispositif. Donc là, on va faire toute une série d'exercices et on va trouver aussi un vocabulaire commun entre le patient et le rééducateur pour savoir vraiment mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de percevoir et pour aussi pouvoir vraiment les aider à mieux percevoir. Et ensuite, on va à un niveau plus au-dessus, on va passer à des choses un peu plus complexes où on va vraiment apprendre aux patients à organiser les stratégies visuelles et cognitives pour vraiment qu'ils découvrent et comprennent en fait ce qu'ils voient et ensuite interagir avec leur environnement. Donc là, on va être plus dans la vie quotidienne. Et puis, comme vous le disiez Magali tout à l'heure, les lunettes, elles possèdent plusieurs modes, un mode contour, un mode événement. On peut également jouer sur le focus des lunettes, donc c'est plus la notion de zoom. Donc, il faut savoir comment régler les lunettes
pour telle situation, le changer éventuellement si on veut percevoir autre chose, et aussi identifier les différents sons produits, parce qu'il faut savoir que donc les patients ne voient pas, hein, donc il faut qu'ils aient un retour sur le fonctionnement des lunettes. Donc il y a un bip qui correspond à ça y est, elles se mettent en marche, il y a un bip qui dit attention, il n'y a plus de batterie, il y a un autre bip qui dit ça y est, elles vont complètement s'éteindre. Donc il faut avoir aussi notion et mémoriser tout ce fonctionnement-là. Donc pour faire la rééducation, on utilise les plateformes de Streetlab. Donc on avait un appartement laboratoire où on pouvait vraiment recréer on avait une cuisine, on avait un salon, on avait une salle de bain, donc on pouvait vraiment être en situation. Pour tout ce qui est locomotion, avant de sortir, puisqu'on fait de la rééducation en extérieur, on utilise notre rue artificielle où là on va pouvoir détecter des portes, mettre des obstacles, mettre des lignes, poursuivre des lignes, etc. Voilà. Donc maintenant, si on rentre plus dans le détail des séances de rééducation, donc il faut savoir que depuis peu, on a accès à l'œil et à un eye tracking dans les lunettes, donc ce qui est vraiment très, très important et ce qui nous a énormément aidé pour mieux guider le patient. Donc on commence toute séance, que ce soit une séance de rééducation ou d'évaluation, à voir si les lunettes sont bien positionnées sur la tête du patient et surtout voir si l'œil est vraiment aligné en face du faisceau. Et on a aussi un retour sur notre ordinateur qui nous permet de voir où regarde le patient. Donc, ce qui est très important, quand on commence de la rééducation avec un patient qui a été injecté, on commence tout un travail sans les lunettes. On va regarder les mouvements oculaires. On va voir si le patient arrive à diriger son œil au bon endroit. Donc, on va par exemple utiliser des sources de lumière. On va demander au patient de regarder la lumière ou de se diriger vers un bruit. Donc, on peut par exemple claquer des doigts ou à la voix aussi. On va lui donner une instruction lui disant regardez à droite, un peu plus à droite, un peu plus en haut. On va vraiment lui apprendre à fixer droit devant. Ensuite, il va y avoir un suivi visuel sans bouger la tête. Puis ensuite, on va rajouter de la difficulté. On va demander au patient de bouger la tête, tout en conservant justement cette fixation centrale. Et ensuite, on va faire de la coordination œil-main, c'est-à-dire qu'on va demander au patient de regarder une cible, de nous la pointer et ensuite d'aller nous la toucher. Et ensuite, une fois que ça, on voit que c'est stable, on va pouvoir travailler avec les lunettes. Où là, du coup, on va regarder, donc grâce à notre retour caméra, l'alignement caméra cible dans un premier temps. Là, c'est vraiment important, avec l'orientation de la tête, de bien positionner la caméra sur l'objet ou sur la cible que l'on souhaite que le patient détecte. Ensuite, on va rajouter l'alignement œil-faisceau, puis cible. Puis on ajoute le balayage de la tête. Et ensuite, la coordination visuelle-motrice. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses à intégrer. Et pour des exercices de vie quotidienne, ensuite, par exemple, on va commencer par du repérage d'objets en statique sur une table. Donc, on va commencer par des objets gros, puis on va diminuer progressivement la taille. Donc, ça peut être une tasse, une bouteille. Ensuite, on diminue stylo, gomme, colle, voilà. Il faut savoir que la caméra, elle distingue tous les contrastes. Donc, on ne regarde pas les contrastes, on prend vraiment les formes. Alors, on ne demandera jamais à un patient de nous dire quel est cet objet. Hein, ce n'est pas l'objectif, même si des fois, ils ont très envie de nous dire ce que c'est. Donc, bien évidemment, ils peuvent. Hein. Mais l'objectif, c'est vraiment de trouver les formes, les contrastes, en fait, comme vous expliquez, Magali. Quand un objet est posé sur une table, on va d'abord regarder où sont les limites du bord de la table. Ensuite, on va progressivement balayer de gauche à droite, de haut en bas pour voir si on trouve d'autres contrastes au milieu de la table ou à un autre endroit de la table. On regarde aussi par rapport au mur, si la table elle est contre le mur, on va regarder les limites table-mur. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. On progresse en fait par étapes, par petits mouvements de tête. On va aussi par exemple demander aux patients de détecter des sources lumineuses dans une pièce. Donc on allume la lumière, on leur demande où c'est, on éteint, est-ce que vous voyez quelque chose, voilà. Et ensuite, en statique, on va commencer par du repérage de lignes au sol pour ensuite, après, transposer ces stratégies-là pour aller en extérieur et pour détecter des bandes de passage piéton. Et puis, on a aussi tout ce qui est détection d'obstacles dans la rue. Comme vous le disiez Magali tout à l'heure, effectivement, le nombre de rééducations est vraiment variable d'un patient à l'autre, mais c'est très important d'en faire quand même une certaine quantité. Le nombre va vraiment dépendre des besoins des patients, de sa disponibilité aussi, bien évidemment. Mais à titre d'exemple, par exemple, donc le patient Milin qui est sorti d'études l'année dernière, il a fait 37 visites
Et franchement, il se débrouillait vraiment très bien. La patiente 1002, qui se débrouillait très très bien aussi, a fait 63 visites, pardon. Et la patiente 1004, qui est actuellement en cours, fait 41 visites. Elle sort d'études dans 1 an et elle en aura encore besoin d'autres. Voilà. Donc voilà, c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc nous, on s'adapte vraiment au patient et au progrès du patient. Voilà. Maintenant, en termes d'évaluation, donc là, les évaluations, là, c'est quelque chose de plus formel. On va vouloir évaluer l'efficacité du traitement à différents instants de l'étude clinique. Donc, on fait ces tests-là avant et plusieurs fois après l'injection. Et l'idée, c'est vraiment par des données objectives. Donc, tous les patients dans tous les centres font exactement la même chose au même moment. Voilà. Et donc, par exemple, nous, on a mis en place des critères de succès, des critères d'échec. On va chronométrer des tâches et on va pouvoir recueillir plein de données et faire des traitements statistiques justement sur ces résultats. Et ces évaluations vont nous permettre aussi, du coup, d'évaluer les apprentissages aussi des séances de rééducation. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, on refait un peu de rééducation avant l'évaluation, surtout si ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas vu le patient. C'est important de faire une petite piqûre de rappel quand même pour être sûr que le dispositif est utilisé dans de bonnes conditions. Donc, pour ces évaluations fonctionnelles, on a tout d'abord des tests de mobilité. Le patient va devoir suivre une ligne et détecter une porte. Donc, ça a lieu dans notre plateforme La Rue Artificielle. Ces tests-là sont faits bien évidemment avec et sans lunettes, puisque l'idée, c'est de comparer, c'est d'évaluer l'efficacité du traitement. Donc, c'est important d'évaluer aussi comment le patient se débrouille sans les lunettes. Et donc, ces tests-là sont réalisés 9 fois. Ensuite, on a des évaluations qui sont en situation statique, où ça va être plutôt de la recherche d'objets fines. Donc, le patient va devoir, par exemple, trouver l'orientation d'une barre qui est positionnée sur un mur. Elle est orientée horizontalement, verticalement ou de façon oblique, et le patient doit nous donner l'orientation. Ensuite, on fait aussi un exercice de repérage d'objets et de pointage d'objets où le patient va devoir trouver un cahier ou une boîte d'agrafes. Donc, la boîte d'agrafes, c'est quand même quelque chose de très petit. Et ces objets sont situés sur 3 positions, à 3 positions sur la table, en face, à droite et à gauche. Et dans ces situations-là, il y a aussi des tests où il n'y a pas d'objet. Donc, il faut aussi que le patient sache détecter la présence d'un objet, mais aussi quand il n'y a pas d'objet sur une table. Ces exercices sont réalisés 14 fois durant toute l'étude clinique. Et comme vous le disiez, Magali, on a quand même de très bons résultats. Les patients sont quand même bien meilleurs avec le dispositif que sans lunettes. Sans lunettes, dans la majorité des cas, chez nous en tout cas, ils perçoivent rien. Voilà. Maintenant, plus sur le retour subjectif des patients. Donc, il ne faut pas se cacher. Les patients, quand ils ne revoient pas comme une personne bienvoyante, mais par contre, ils ont vraiment une perception visuelle. Ils le disent très, très, très bien. Donc, quand ils perçoivent un passage piéton ou un objet, ils vont parler de vibration, de flash, de soleil. Ça, c'est la patiente 1004 qui parle de soleil. Et en fait, ces vibrations flash et soleil sont plus ou moins forts quand ils sont vraiment sur l'objet. Donc, on a vraiment ce vocabulaire-là qui ressort. Et les patients nous disent vraiment ils perçoivent en fait vraiment, vraiment des choses. Et cela leur procure, notamment les patients 1002 et 1004 qui ont été, qui sont très, très émus à l'idée de retrouver des perceptions visuelles. Par exemple, une petite citation de la patiente 1002 qui était vraiment émue aux larmes. Rien de voir que je peux trouver un objet sur la table et d'aller le pointer et mettre le doigt dessus, c'est la merveille, c'est trop beau. La patiente 1004 nous a encore dit il y a quelques jours, ça me fait un pincement au cœur, c'est très fort. Donc, c'est quand même des choses vraiment, c'est très important pour elle. Et par contre, en revanche, il ne faut pas se le cacher, les perceptions sont encore
trop imprécises pour un usage vraiment au quotidien. Il faut savoir que ces patients, forcément, chez eux, pour pouvoir évoluer, rester autonomes, elles sont aveugles depuis, enfin, ils sont aveugles puisqu'il y a aussi un homme depuis assez longtemps. Ils ont forcément mis en place des stratégies compensatrices pour pouvoir être autonomes chez eux. Donc là, par exemple, 1004 nous disait, je préfère tâtonner sans lunettes, c'est trop long de trouver les objets avec. Mais bon, au début, bien évidemment, ils jouent le jeu, ils essayent, ils sont très contents de revoir entre guillemets leur environnement. Mais c'est vrai que pour un usage quotidien, surtout quand on travaille, quand on a des enfants, c'est peut-être un peu compliqué. L'autre point un peu négatif, mais comme vous le disiez Magali, il y a des évolutions qui sont en cours de ce côté-là, c'est vraiment le confort physique de l'équipement. En fait, les lunettes sont les mêmes pour tous les patients. Donc suivant la forme de la tête, la forme du nez, le confort n'est pas le même. Même si les lunettes ont été améliorées au fur et à mesure de l'étude, on a aussi trouvé des solutions pour que les patients soient plus confortables. Mais c'est vrai que c'est un peu contraignant pour pouvoir utiliser les lunettes longtemps, en fait. Voilà. Et maintenant, je voulais terminer avec les attentes, si ça fonctionne. Voilà. Les principales attentes des patients. Donc, il y avait la patiente 1002 qui tricotait beaucoup. Elle disait qu'elle aurait aimé tricoter, voir mes mailles sur les aiguilles, voir mes dessins. Ce serait merveilleux. Dire la couleur de la laine, ce serait exagéré, mais ce serait un beau projet. En fait, il faut aussi savoir que les patients, quand ils s'engagent sur cette étude, ils savent que c'est le début. Donc, ils sont là vraiment pour participer à une recherche. Ils savent aussi qu'ils ne vont pas revoir comme une personne bienvoyante, mais ils ont conscience en fait des réels progrès que le traitement peut leur apporter. Donc ils ne demandent pas non plus tout de suite tout. Progressivement, voilà. Tous les patients sont d'accord pour dire qu'il faudrait un dispositif plus confortable et moins lourd. Le patient 1001, il aimerait être traité du deuxième œil parce qu'il est persuadé que ça pourrait effectivement l'aider à percevoir encore mieux. Ensuite, ils aimeraient que ça puisse améliorer un peu plus leur quotidien avec d'autres tâches, d'autres activités, et puis éviter les obstacles, notamment pour les patients qui sont très mobiles et qui sortent beaucoup. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et voilà. Et puis vous avez les photos aussi de mes collègues qui participent avec moi. Voilà. On va peut-être essayer d'avoir quelques questions avant de faire une pause technique. Oui, bon, vous m'entendez ? Oui, je veux savoir la durée de vie du produit lorsque vous l'injectez dans les yeux. Il faut le refaire régulièrement. Et ma deuxième question, madame a répondu partiellement à la question, est-ce que vous injectez un seul œil ou les deux yeux à la fois ? Vous m'entendez ? Oui, donc c'est la thérapie génique, c'est un traitement unique. C'est censé durer très longtemps, en théorie à vie. Bon, là, on a un recul à 5 ans. On sait aujourd'hui, avec les analyses de nos données, que les personnes qui répondent, elles répondent sur cette période de 5 ans. Donc, en principe, c'est une injection unique. Il n'y a pas de répétition de traitement. Et je voulais ajouter, et ça, je pense que Chloé a totalement raison, il faut vraiment qu'on améliore le dispositif parce que les lunettes, elles sont vraiment, c'est un prototype, c'est pas beau. Et ça, c'est extrêmement important en parallèle de ce que ça peut apporter en termes d'amélioration de la qualité de vie et de vision. Je pense que le design des lunettes est aussi extrêmement important et qu'on ne peut pas avoir des choses qui ressemblent aujourd'hui un peu à Robocop. Donc, on va améliorer ça. Et il y avait une autre question pour Chloé, peut-être ? D'autres questions ? Pardon. C'est un seul œil qui est injecté dans l'étude, mais c'est une très bonne question. C'est un seul œil qui est injecté dans l'étude de phase 1-2, donc l'œil le plus mauvais en termes de vision. C'est assez classique quand vous faites la première étude. Mais dans la phase 3, il y a vraiment un débat et je pense qu'on ira vraisemblablement vers une injection bilatérale. D'autres questions ?
Donc bon, c'est vraiment une thérapie innovante. Il faut bien penser que vous avez une protéine d'algue photosensible qui s'exprime dans les cellules du patient. Donc c'est là où on voit qu'on pousse les limites quand même. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réaction de rejet de cette expression de cette protéine d'algue dans les neurones du patient. Donc c'était vraiment une première mondiale qu'a fait GeneSight